Mesdames et messieurs, bonjour. Un constat, un combat. Dans un monde où une information en chasse l'autre, de crise en crise toujours ramenée dans le présent, bienvenue dans la zone libre où nous pourrons prendre un peu de hauteur. Dans une société de plus en plus dysfonctionnelle, confinant à la dystopie, pour éviter le pire, un constat, un combat. Aujourd'hui, pour une actualité brûlante et inquiétante, nous recevons Nicolas Klein, notre spécialiste de l'Espagne. Il a notamment écrit Comprendre l'Espagne d'aujourd'hui, un manuel de civilisation, et intervient souvent et régulièrement dans les médias pour nous parler de l'actualité espagnole. Aujourd'hui, ce sera pour une situation relativement grave, le cas général de l'Espagne et la tentative de meurtre sur le président de Vox. Monsieur Klein, est-ce que, commençons par là, l'Espagne s'enflamme? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle s'enflamme, en tout cas, il y a un fort mécontentement. Ça, c'est clair, il y a un très fort mécontentement qui s'exprime dans la rue, dans les institutions politiques aussi, mais dans la rue, c'est peut-être le fait le plus frappant, contre la conduite actuelle de la politique espagnole, principalement on va dire la politique institutionnelle et territoriale, par le pouvoir socialiste en place. Oui, ça, c'est certain. Ce faisant, je vais vous poser une question relativement simple. Pour nous, Français, parfois franco-centrés, comment définiriez-vous l'Espagne dans son organisation politique? Alors, plusieurs choses de base, donc c'est une monarchie parlementaire, et c'est un État unitaire décentralisé. Pour vous citer un autre exemple d'État unitaire décentralisé, il y a le cas du Royaume-Uni, par exemple, avec ses 4 nations constitutives, Angleterre, Pays de Galles, Écosse et Irlande du Nord. Donc en Espagne, on n'a pas une fédération à proprement parler comme ça pourrait exister aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Australie, en Argentine, où vous voulez. Mais on n'a pas non plus un État centralisé, comme en France, comme au Japon, comme dans d'autres pays. C'est-à-dire que c'est un État, où en fait les différentes régions qu'on appelle communautés autonomes, leur nom l'indique bien, sont très fortement autonomes. Elles ont de très larges compétences et de très larges budgets dans de nombreux domaines. Et quand je dis ça, je ne pense pas qu'à la Catalogne ou au Pays basque, parce que c'est ce que les gens pensent parfois en fait quand on leur parle de communautés autonomes en Espagne. Ils pensent qu'il n'y a que ces 2 cas-là, mais en fait, toutes les régions espagnoles sont des communautés autonomes et toutes ont une importance politique, économique et financière très supérieure, à ce qui, existe par exemple pour les régions françaises, malgré nos plusieurs lois de décentralisation. On est très loin de la situation espagnole en fait, sur le plan institutionnel. C'est un système qui a été mis en place pour des raisons historiques sur lesquelles je ne reviendrai pas forcément, sauf si ça intéresse quelqu'un dans les questions. Mais quoi qu'il en soit, c'est un système qu'on ne peut pas comprendre si on analyse que la politique menée par le parlement et le gouvernement central. Je ne dis pas qu'ils n'ont aucune importance, ils en ont une bien évidemment, hein, mais on ne peut pas les comprendre si on n'a pas plusieurs niveaux, de lecture en termes institutionnels et administratifs. Donc, si vous voulez, on ne peut pas non plus comprendre l'opposition à l'actuel président du gouvernement, Pedro Sánchez, le socialiste, sans comprendre l'organisation territoriale espagnole et sans comprendre l'importance des différents niveaux administratifs. Donc voilà, j'espère que ça permet de resituer un petit peu le débat, sachant que, pour, ce serveur Discord, j'avais fait une, conférence, un peu plus longue, je crois au mois de février ou de mars, où j'expliquais un petit peu l'organisation politique, institutionnelle, espagnole plus en détail, en prévision des élections locales du mois de mai et des élections générales dont à l'époque on pensait qu'elles auraient lieu en fin d'année et qui finalement ont eu lieu le 23 juillet. Vous me faites là une parfaite transition et je vous en remercie. Vu que cette émission va se découper en deux parties, c'est-à-dire premièrement la situation espagnole de manière générale et deuxièmement euh, en se rattachant au cas plus précis de l'agression du chef de Vox, nous allons commencer par le premier point. Suite à ces élections, alors je vais employer le terme région pour ne pas perdre nos Oui, oui, bien spectateurs. sûr. Suite aux élections régionales en Espagne en mai 2023, on a assisté à la fois à une poussée de la droite et de la droite radicale. Mmh. Et en réaction, Pedro Sanchez a décidé d'avancer les élections législatives à juillet 2023 plutôt que septembre, Mmh. de mémoire. Et Plutôt que ce ouais, dernier, novembre-décembre, oui. novembre-décembre. Mmh. Et ce dernier, grâce à ça, a réussi à minimiser sa défaite. Le problème étant, c'est que d'après ce que nous pouvons lire dans la presse actuellement, Pedro Sanchez est soit
majoritaire, mais c'est une majorité relative, et il est obligé de faire alliance avec les régionalistes pour se maintenir au pouvoir. Donc, je vous pose cette question. Qu'en est-il à l'heure actuelle de la situation politique espagnole au vu de ces élections et au vu des volontés de Pedro Sanchez et des socialistes espagnols? Alors effectivement, on a eu un double mouvement électoral cette année. Le 28 mai, on a eu des élections, régionales dans 12 des 17 régions, des 17 communautés autonomes espagnoles, et des élections municipales dans l'ensemble des communes du pays. Comme je le disais, hein, comme les communautés autonomes, vraiment sont très importantes sur le plan politique et économique, ce sont des élections qui sont toujours scrutées de près. Et puis, pour les grandes villes, c'est également regardé, d'assez près par les médias espagnols, par les spécialistes de politique espagnols. Et à ce moment-là, le 28 mai, on a eu effectivement une poussée très nette de la droite et de la droite radicale ou extrême droite, je ne sais jamais comment il faut le définir parce que les étiquettes, ont toujours une charge subjective, hein, mais de la droite ou de l'extrême droite de Vox. En fait, la droite, souvent, pas toujours, mais souvent en alliance avec la droite radicale, a conservé ou conquis le pouvoir dans 10 des 12 communautés autonomes qui étaient en jeu. Et elle a récupéré, ou conservé la quasi-totalité des, mairies les plus importantes. Dans les 10 villes les plus peuplées d'Espagne, en fait, il n'y en a qu'une seule maintenant qui ne soit pas dirigée par la droite, qui est celle de Barcelone, qui est dirigée par les socialistes. Sinon, toutes les mairies importantes sont dirigées par la droite et donc ça forme effectivement un pouvoir territorial tout à fait considérable pour la droite, surtout quand on sait quelles sont l'importance des territoires, des communautés autonomes en Espagne. Le 29 mai, en fait, Pedro Sánchez a annoncé qu'il organisait des élections générales anticipées pour le 23 juillet plutôt qu'au mois de novembre-décembre, pour essayer, en fait, effectivement de, cortar por lo sano, comme on dit en espagnol, c'est-à-dire pour essayer de minimiser les pertes et en fait d'espérer mobiliser son électorat avec l'argument un peu massu de la peur de la montée du fascisme. C'est un petit peu ce qui a été utilisé. Donc à ce moment-là, en fait, la plupart des observateurs estiment que ça va être très compliqué pour Pedro Sánchez, pour les socialistes, pour la gauche en général, de conserver le pouvoir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, la plupart des sondages annoncent une victoire plus ou moins nette, mais globalement une victoire de la droite. Ce qu'il faut comprendre, c'est que comme l'Espagne est un système parlementaire et qu'en plus les élections se font à un scrutin de liste proportionnel à un seul tour, il ne suffit pas d'arriver en tête, d'être le parti avec le plus de voix pour gouverner. Il faut soit avoir la majorité absolue, soit si on ne l'a pas, construire des alliances pour avoir suffisamment de députés. Le parlement espagnol qui se divise en 2 chambres, la plus importante, c'est la chambre basse, qui est le congrès des députés, ce serait un peu l'Assemblée nationale en France, est composé de 350 élus, donc il en faut 176, la moitié plus 1, pour pouvoir constituer un gouvernement et pour pouvoir faire passer des lois. Je passe sur les détails, hein, parce qu'il y a toute une série de spécificités, mais globalement, c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait, l'enjeu, c'était de savoir si la droite pouvait, dans ses différentes composantes, avoir une majorité absolue au congrès des députés espagnols. Le résultat, en fait, des élections du 23 juillet, c'est que Pedro Sánchez a réussi son pari partiellement. Alors, il l'a réussi parce qu'effectivement, il a, quelque part empêché la droite, si j'ose dire, d'avoir la majorité absolue. C'est-à-dire le Parti populaire, la droite classique et Vox, la droite radicale, n'ont pas obtenu la majorité absolue, à eux 2. Ces 2 formations ont d'ailleurs obtenu un score plutôt décevant en cumulé par rapport à ce qu'elles espéraient. Vox est quand même passé d'une cinquantaine de députés à moins de 40. Et le Parti populaire est certes devenu le parti arrivé en tête avec le plus de députés. Il annonce 137 députés, à la chambre basse si mes souvenirs sont bons. Mais en cumulé, on est loin du compte et même en ajoutant un ou 2 partis régionalistes de droite en Navarre ou aux Canaries qui auraient pu soutenir, cette coalition, en fait, il manquait 6 députés, à la droite pour, arriver au gouvernement. Et quand je dis à la droite, en fait, heu, c'était le président du principal parti d'opposition, donc le Parti populaire, Alberto Núñez Feijóo, qui à ce moment-là, s'il avait eu les voix suffisantes, serait devenu président du gouvernement. Au prix d'alliances peut-être plus ou moins complexes avec Vox, parce que les relations sont tantôt bonnes, tantôt moins bonnes entre les 2 formations, mais ça aurait été Alberto Núñez Feijóo, donc la droite classique.
Donc Pedro Sánchez a réussi ce coup-là et il a même réussi à obtenir un député de plus par rapport aux élections d'il y a 4 ans, en 2019. Il faut savoir qu'en Espagne, sauf, dissolution anticipée du parlement, on vote tous les 4 ans. Le mandat des députés dure 4 ans. Donc ça, c'était un peu la surprise du chef, si j'ose dire, parce qu'en fait, on s'attendait à un net recul des socialistes et à une majorité absolue plus ou moins large de la droite. En réalité, on n'a pas eu ça, donc comme je le disais, et les socialistes ont réussi, sont parvenus au mois de novembre, après plus de 100 jours, de négociations, à monter une majorité précaire, une majorité qui n'en est pas une, hein, je vais l'expliquer, pour faire réélire Pedro Sánchez à la tête du gouvernement. Alors il y a les socialistes, il y a la gauche radicale de Sumar. Il faut savoir que la gauche radicale, tout comme aux élections régionales et locales comment dire? Du 28 mai, il a perdu des plumes, très sérieusement. Et puis vous avez toute une série de partis, alors régionalistes pour certains, franchement séparatistes pour d'autres, au Pays basque, en Catalogne, mais pas seulement, en Galice aussi par exemple, qui ont apporté leur soutien à Pedro Sánchez, mais qui ne l'ont évidemment pas apporté gratuitement. Il faut bien comprendre que comme on est dans un système parlementaire avec de possibles difficultés et même des difficultés récurrentes à constituer des majorités depuis, 2015, on va dire, hem, tous ces ralliements se monnaient. On est sur un marchandage permanent, que ce soit pour constituer un gouvernement ou pour voter une loi ou pour voter un budget. C'est: «Je vous donne mes voix, mais je veux ça et ça en échange». Pedro Sánchez donc a été obligé de monnayer ses voix, enfin pas de monnayer ses voix, de payer les voix qui étaient monnayées par les autres partis, voilà, de les payer en concessions politiques s'il voulait rester au pouvoir. Donc son pari est à moitié réussi parce qu'en fait, il n'a pas la majorité absolue, même avec la gauche radicale. Il en est assez loin lui aussi. Et parmi, les cessions politiques qu'il a faites, celle qui a le plus attiré l'attention, c'est le pacte qu'il a passé avec le principal parti indépendantiste catalan de droite qui s'appelle Junts per Catalunya, c'est-à-dire Ensemble pour la Catalogne, qui est le parti de l'ancien président régional catalan Carles Puigdemont qui avait déclaré, de façon unilatérale et illégale l'indépendance de la Catalogne en octobre 2017, le 27 octobre 2017 précisément, et qui avait dans la foulée pris la fuite en Belgique pour échapper à la justice espagnole. Ce pacte fait scandale à plus d'un titre. D'abord parce qu'en fait, il consiste à négocier directement avec un fugitif, Carles Puigdemont, et il consiste à céder à un parti qui, au niveau national espagnol, a fait 1,60 des voix. Il consiste à céder à un parti et donc, au nom du séparatisme, à la Catalogne, toute une série de compétences, de pouvoirs et de privilèges. Alors, la première chose qui a été cédée, qui a fait grandement scandale, c'est l'amnistie généralisée pour les dirigeants, anciens dirigeants et militants séparatistes entre 2012 et 2023. Amnistie donc pour tout acte, qui tombait sous le coup de la loi et qui était instruit, qui était, poursuivi par la justice. Tout acte, ça veut dire aussi des actes de violence, des actes de corruption, des actes de détournement de fonds, des actes de terrorisme. Tous ces éléments-là, quand la loi d'amnistie sera votée, seront entièrement pardonnés. Ils n'existeront plus aux yeux de la justice en Espagne. Et cette amnistie, comme je le disais, elle n'est accordée, elle n'est promise par les socialistes que pour des raisons purement électoralistes. Parce que Pedro Sánchez veut rester au pouvoir, parce que les socialistes veulent rester au pouvoir, quoi qu'il en coûte. C'est le discours des dirigeants socialistes, à de rares exceptions près, mais ceux qui sont opposés n'ont que très peu de pouvoir, voire pas du tout au sein de l'appareil socialiste. Et c'est aussi le discours de toute une partie de l'électorat socialiste qui disent: «On acceptera n'importe quoi pourvu que la droite n'ait pas le pouvoir. S'il faut, on détruira les institutions», j'exagère à peine, hein, parce que c'est un discours qu'on lit, qu'on entend. «S'il le faut, on détruira les institutions espagnoles pour éviter que la droite n'arrive au pouvoir». Parce qu'on en est arrivé à ce point de polarisation là, en Espagne, de crispation là, en Espagne, où on a 2 camps qui se détestent et où tout est bon pour éviter que le camp d'en face n'arrive au pouvoir. Ce qui caractérise, à mon avis, la polarisation en Espagne, et ça, c'est quelque chose qui a déjà été bien analysé sur place, c'est moins, comment dire? L'adhésion aveugle à un camp
que la haine viscérale du camp d'en face et qui pousse à cautionner n'importe quelle décision de la part de son camp pourvu que le camp d'en face ne l'emporte pas. Donc, on a cette idée-là, effectivement, se maintenir au pouvoir coûte que coûte, empêcher la droite d'arriver au pouvoir coûte que coûte. Il faut bien comprendre que c'est pas une nouveauté absolue en Espagne. Pedro Sánchez, en fait, applique à sa manière, un plan socialiste qui a été élaboré dès les années 2000 par l'ancien président du gouvernement socialiste, José Luis Rodríguez Zapatero, qui avait été président du gouvernement de 2004 à 2011. Alors il avait été balayé par la crise économique de 2008, mais il avait déjà mis en place, sans forcément le théoriser officiellement dans un discours ou un livre, hein, mais il avait déjà mis en place, moi, ce que j'appelle la théorie du gouvernement permanent, qui consiste à dire: comment nous, la gauche espagnole, la gauche officielle, pouvons-nous nous maintenir au pouvoir et empêcher la droite de revenir au pouvoir? Eh bien, en s'alliant aux régionalistes et plus tard aux séparatistes de toutes sortes et donc en cédant systématiquement à leurs exigences. C'est à ce prix-là, au vu du système électoral espagnol et du système institutionnel, que nous pourrons nous maintenir au pouvoir de façon permanente ou indéfinie et empêcher la droite de parvenir au pouvoir. Et il faut dire que jusqu'à présent, ça a bien fonctionné pour Pedro Sánchez en réalité. Depuis qu'il est arrivé à la tête du gouvernement en 2018 à la suite d'une motion de censure contre le président du gouvernement conservateur de l'époque, Mariano Rajoy, eh bien, il a réussi à mettre en application ce système, cette théorie, cette doctrine du gouvernement permanent, et il profite aussi à fond de la polarisation très forte de l'électorat espagnol, où, comme je vous disais, si vous votez pour les socialistes, il y a de très fortes chances pour que vous acceptiez n'importe quoi de leur part, parce que vous détestez tellement le camp d'en face et vous considérez tellement que c'est le fascisme qui va arriver au pouvoir, que vous accepterez n'importe quoi. Ce que je dis pour la gauche est aussi vrai pour la droite par ailleurs, hein. Je pense que beaucoup d'électeurs, surtout de Vox par exemple, seraient prêts à accepter énormément de choses de la part de leur formation politique, pourvu que la gauche ne parvienne pas au pouvoir. Mais il se trouve que jusqu'à présent, ça a surtout profité à la gauche, exclusivement à la gauche au niveau national, et que Pedro Sánchez est probablement celui qui a le mieux théorisé cela. Ça me permet de faire une toute petite digression. On lit beaucoup dans la presse espagnole et même parfois dans certains articles français, on lit beaucoup l'idée que Pedro Sánchez est un immense stratège politique et que c'est ça qui lui a permis, contre vents et marées, d'arriver au pouvoir et de se maintenir au pouvoir. Alors, je ne vais pas dire que c'est un imbécile, c'est pas vrai, ça n'est pas un imbécile. On n'arrive pas à l'endroit où il arrive en étant bête, en n'ayant aucune stratégie politique, ça c'est pas vrai. Mais je crois qu'il ne faut pas le surestimer non plus, parce que ça n'est pas quelqu'un qui arrive au pouvoir avec une stratégie de gouvernement véritable. Il arrive au pouvoir et il se maintient au pouvoir simplement avec une ambition, être au pouvoir. Et en réalité, c'est beaucoup plus facile qu'en essayant de défendre ses convictions, parce qu'en essayant de défendre ses convictions, même en mettant un peu d'eau dans son vin, il faut à un moment contrarier de possibles partenaires. Il faut leur dire: «Je peux céder sur ça, mais pas sur tout». Pedro Sánchez, lui, donne l'impression, et je pense que c'est une impression justifiée à titre personnel, il donne l'impression de n'avoir aucune réelle conviction, si ce n'est le pouvoir pour le pouvoir. Et dans ce cas-là, c'est très facile en réalité dans le système espagnol de se maintenir au pouvoir, surtout pour un dirigeant de gauche, en cédant aux régionalistes, aux séparatistes, tout ce qu'il y a à céder, ni plus ni moins. Quand bien même, comme Pedro Sánchez et les socialistes, vous disiez jusqu'à la veille des élections que jamais vous n'accorderiez l'amnistie aux séparatistes catalans inquiétés par la justice, parce que jusqu'à la veille des élections, c'est ce qu'ils ont fait. Personne n'était dupe réellement, hein, mais c'est ce qu'ils ont fait jusqu'à la veille des élections. Donc vous avez l'amnistie, et puis vous avez aussi toute une série de concessions. Par exemple, l'État central va prendre à sa charge une partie de la dette publique catalane qui est importante. Il faut savoir que la Catalogne est une des communautés autonomes espagnoles les plus fortement endettées. Et puis toute une série de transferts, de compétences, d'argent. Par exemple, une vieille réclamation des séparatistes catalans, c'est la gestion des trains de banlieue en Catalogne, principalement Barcelone, mais aussi Gérone, Tarragone. Ce qu'on appelle en Catalogne Rodalies. Donc ça, ces trains de banlieue devraient a priori, si la loi est votée, être cédés à la Catalogne. Ce qui aussi met vent debout, hein, le monde ferroviaire espagnol. Les syndicats de cheminots ont déjà annoncé des grèves.
Mais puisque les séparatistes catalans voulaient ça et que sans ça, ils n'auraient pas donné leur soutien parlementaire à Pedro Sánchez, bah, Pedro Sánchez a accepté. Donc voilà un petit peu la situation politique. J'espère avoir abordé de façon synthétique et claire les différents points que vous vouliez aborder. Merci pour cette synthèse que je qualifierais d'exhaustive. Mais vous nous avez présenté un Sanchez opportuniste, un Sanchez désirant rester au pouvoir. Mais qu'est-ce que Sanchez a promis? Qu'est-ce que Sanchez a annoncé comme programme pour les prochaines années? Alors, je pense qu'il n'a pas annoncé l'intégralité des mesures qu'il compte faire passer, mais on a déjà une petite idée, de ce qu'il compte, approuver au-delà même, hein, des cessions aux séparatistes catalans, de ce qu'il compte faire voter, au cours des 4 prochaines années, si son gouvernement dure 4 ans, mais je pense qu'il y a pas de raison qu'il ne dure pas les 4 ans, habituels. Il avait annoncé notamment une nouvelle batterie de mesures, dites sociales, lors de son discours de présentation de son programme au moment de la séance d'investiture, du premier jour de séance d'investiture jeudi dernier. Il avait notamment annoncé, de nouvelles mesures pour la gratuité des transports en commun, de nouvelles mesures pour, le pouvoir d'achat, notamment par un maintien d'une TVA réduite sur un certain nombre d'aliments. Donc il y a toute une série de mesures sociales comme ça. Il faut savoir que le gouvernement sortant en avait déjà mis en place avec plus ou moins de succès. Certaines, il faut le reconnaître, ont plutôt bien fonctionné pour contenir l'inflation, par exemple, hein. L'Espagne a une inflation assez modérée par rapport à ses voisins de l'Union européenne et de la zone euro. D'autres, en revanche, ont été des échecs cuisants. Je pense par exemple à ce qu'ils ont appelé le bouclier social, qui visait notamment à verser des aides supplémentaires à toute une série de personnes et de foyers défavorisés, où là, ça n'a pas bien, voire pas du tout fonctionné. Donc ça, en fait, c'est une reprise et un approfondissement de ce qu'il avait déjà mis en place au cours des 4 dernières années. Et puis, on a aussi, comment dire? Un approfondissement des lois sociétales. Alors ça, on n'a pas encore tous les éléments à ce sujet, mais les lois en matière, de protection des femmes, de droits des minorités. Je pense qu'on va avoir encore de nouvelles lois, au cours des années qui viennent, qui vont être votées, par cette majorité dite progressiste, qui à mon avis ne l'est pas du tout. On pourra y revenir si ça vous intéresse. Et puis on va avoir aussi un approfondissement des lois dites de mémoire historique, vis-à-vis de la guerre civile espagnole, donc 1936-1939 et de la dictature franquiste 1939-1975. Faut savoir là aussi que ce n'est pas une franche nouveauté, hein. Les premières lois de mémoire historique ont été mises en place en Espagne au début des années 2000. Elles ont ensuite été reprises par Pedro Sánchez à la fin des années 2010, début des années 2020. Et là, il veut encore les approfondir. Alors, quand on parle de loi de mémoire historique en Espagne, en fait, c'est condamnation des crimes du franquisme, réparation des victimes du franquisme, tout en mettant sous le boisseau, évidemment, hein, les crimes et les bourreaux du camp opposé au moment de la guerre civile. Et puis, toute une série de mesures plus ou moins symboliques, retrait de médailles, de titres de noblesse à des personnalités ou des descendants de personnalités franquistes. On va continuer à changer aussi, il reste, dans un certain nombre de villes, des plaques commémoratives ou des noms de rues, de places, d'avenues qui, honorent des personnalités liées au régime franquiste. Cet été, quand j'étais en Espagne, j'en ai vu, dans la ville d'Ocaña. Oui, c'était à Ocaña ou à Olmedo, pardon. Donc en Castille, il y avait, encore, 2 rues principales de la ville qui portaient, le nom de rue du Généralissime, donc de Franco, et rue José Antonio, c'est-à-dire José Antonio Primo de Rivera, qui était une référence, intellectuelle et politique du franquisme. Donc tout ça doit être mené, doit être changé. En tout cas, c'est l'objectif de cette majorité-là. C'est un peu, on va dire, les grands axes de ce gouvernement. Je le disais, je ne crois pas qu'il soit progressiste du tout, c'est-à-dire qu'il enrobe tout son discours d'une politique sociale, qui est en fait une politique pour chercher à cacher un peu, bah, la misère là où elle existe, mais pas pour la résorber. C'est une politique plus de cautère sur une jambe de bois, si j'ose dire, que pour traiter les problèmes des poches de pauvreté en Espagne. Et puis par ailleurs, on ne peut pas dire qu'un gouvernement qui s'allie avec des partis, prônant ouvertement l'inégalité entre les Espagnols, comme le sont les partis séparatistes ou régionalistes, hein, on ne peut pas dire que cette alliance avec des partis prônant l'inégalité entre Espagnols en fonction des territoires où ils vivent, soit franchement un gouvernement progressiste. En fait, c'est même un gouvernement franchement réactionnaire
Et d'ailleurs, je ne rentrerai pas dans les détails, mais si ça intéresse quelqu'un, on pourra en parler dans les questions. Les partis séparatistes, qu'ils soient catalans ou basques, ont un discours régulièrement très xénophobe et suprémaciste vis-à-vis des autres Espagnols. C'est d'ailleurs, assez bien assumé. Alors évidemment, vous dites ça, un séparatiste catalan ou un de ses soutiens, il hurle, il pousse des cris, d'orfraie en disant que ce n'est pas vrai, qu'ils sont, des grands progressistes de gauche. Tout ça parce qu'ils sont pour l'indépendance et qu'en Espagne, plus vous êtes pour la décentralisation et plus vous êtes classé à gauche. Mais ça, en fait, c'est une mauvaise classification, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le dire. Ce sont des partis qui sont franchement suprémacistes, racistes par beaucoup de côtés. Bon, maintenant que nous avons quand même eu le panel du programme, je vais dire, on dit sanchésien, sanchésiste, pour qualifier la politique de Pedro Sanchez, ou il y a un Mmh. autre qualificatif? On peut dire le programme du gouvernement socialiste. Alors, je sais bien que socialiste veut tout rien dire, mais on va dire socialiste pour se simplifier la vie. Voilà. Mais maintenant qu'on a un peu élagué la forêt, on va passer au gros du travail. Qu'en est-il de cette fâcheuse question qui est un peu un serpent de mer en Espagne depuis quelques décennies, sont les grandes réformes constitutionnelles et le statut de la monarchie? Parce que je conçois que l'Espagne ait un problème mémoriel et aussi des soucis avec la gestion de l'autonomie de ces régions et l'apparition de mouvements comme Vox qui désirent une recentralisation. Mais en même temps, vous avez quand même la monarchie espagnole qui est quand même une institution à la personne de Philippe VI, si je ne me trompe pas, Oui, c'est ça. mais qui est de plus en plus remise en question. Je vous dis ça sachant que, à titre personnel, beaucoup de gens que je connais qui vivent en Espagne me disent que plus ils y vont, plus ils voient de manifestations qui appellent à la République, à ce genre de choses, dans une espèce de folklore qui appelle en permanence à des réformes, à une révision d'ensemble du système. Alors qu'en est-il de cette réforme institutionnelle et de la place de la monarchie en Espagne? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que le système actuel, le système constitutionnel et institutionnel espagnol, convient à moins en moins de gens. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit parce qu'en fait, ces gens-là se rejoignent sur ce qu'ils ne veulent plus, mais pas nécessairement sur ce qu'ils veulent en remplacement. Pendant un certain nombre de décennies en Espagne, ceux qui étaient les plus véhéments contre le système constitutionnel, c'était surtout la gauche radicale ou l'extrême gauche. Ils voulaient d'une république, ils en veulent toujours d'ailleurs, et ils voulaient toute une série de changements constitutionnels, un renforcement encore, du système parlementaire, alors que le système parlementaire, est déjà très poussé en Espagne en réalité, hein. Ils voulaient une plus forte représentativité encore des partis politiques dans les élections, alors qu'elle est déjà extrêmement forte et que c'est ça qui aussi pose des problèmes pour constituer des majorités claires. Donc pendant des décennies, c'était surtout la gauche radicale ou l'extrême gauche. Et puis on a vu ces dernières années, à la faveur de l'émergence de Vox, mais ça remonte même avant en réalité, hein. Vox émerge parce qu'il cristallise des revendications et des souhaits de la part d'une partie de la population. On a vu donc ces dernières années émerger une remise en question du système à la droite radicale ou à l'extrême droite, qui par exemple, on appelle à une recentralisation de toute une série de compétences en matière éducative ou sanitaire, par exemple. Parce qu'en réalité, en Espagne, les communautés autonomes ont l'exclusivité des compétences sanitaires, hors période de crise comme on a eu au début de l'année 2020 pour la pandémie de Covid. Et puis elles ont une très très large autonomie en matière éducative, ce qui ne va pas toujours sans poser de problème d'ailleurs. Donc en fait, on a cette espèce de comment dire? De contestation de part et d'autre, avec un bloc central qui lui est pour pas forcément opposé à des réformes, hein, de la constitution ou du système institutionnel, mais peut-être des réformes de moins grande ampleur, qui toucheront plutôt à des secteurs particuliers, des institutions et la constitution. Alors, ça ne veut pas dire des réformes, cosmétiques, ça peut être des réformes importantes, mais pas des réformes globales. Pour ce qui est de la monarchie, alors je ne dirais pas qu'il y a de plus en plus d'Espagnols qui sont pour une république, ça je ne le crois pas. Je crois en revanche que les partisans de la République en Espagne, savent se faire entendre. Quelle est leur représentativité au sein de la population? C'est très difficile à estimer. Les républicains vont évidemment vous dire qu'ils sont majoritaires, mais qu'on ne leur demandera jamais leur avis dans un référendum. Ce qu'à titre personnel, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils soient majoritaires. Mais ils représentent une part non négligeable de la population, difficile à estimer. 15, 20, un peu plus, c'est difficile à dire.
Donc on va dire que ce n'est, à mon avis, pas une part majoritaire, mais ce n'est pas une part négligeable pour autant. Je ne dirais pas qu'il y a de plus en plus de gens en Espagne favorables à la République, parce qu'en fait, un certain nombre d'Espagnols perçoivent, même chez des gens qui n'étaient pas des monarchistes convaincus, que la monarchie est à peu près la seule institution qui tienne debout, qui soit à peu près stable dans, le panorama institutionnel espagnol actuel. Et notamment qui perçoivent dans la monarchie, ne serait-ce qu'à travers les attributions qui lui sont données par la Constitution, qui voient dans la monarchie un garant de l'unité nationale bon an mal an. C'était d'ailleurs le sens de l'intervention, de l'allocution télévisée de Philippe VI le 3 octobre 2017, 2 jours après le référendum séparatiste illégal en Catalogne. C'était réaffirmer la permanence de l'Espagne, condamner les agissements des séparatistes catalans, ce qu'il a fait très clairement à la grande surprise de certains, et réaffirmer aussi l'unité nationale. Donc si vous voulez, je ne crois pas qu'il y ait de plus en plus, ça me paraîtrait excessif, ça me paraîtrait tout simplement erroné, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de républicains en Espagne. Je pense qu'en revanche, les républicains savent très bien se faire entendre. Cela dit, ces dernières années, justement, il y a des gens, et je le répète, y compris parmi des gens qui n'étaient pas spécialement des monarchistes convaincus, qui se sont mis aussi à revendiquer peut-être moins l'institution monarchique en elle-même que la figure du roi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Là, je fais aussi une petite digression. Mon analyse personnelle, c'est que parmi les Espagnols qui soutiennent Philippe VI, actuel roi d'Espagne, la plupart des gens sont moins monarchistes, c'est-à-dire moins attachés à l'institution monarchique en elle-même, que royalistes, c'est-à-dire attachés à la figure du roi en fonction de ce qu'il dit et de ce qu'il fait. Et la condamnation du séparatisme catalan par Philippe VI à la télévision le 3 octobre 2017, son soutien aussi aux séparatistes aux Catalans non séparatistes, parce qu'en réalité, on oublie toujours, mais le séparatisme, c'est aussi un conflit entre Catalans, séparatistes et non séparatistes. Donc le soutien qu'il a affiché aux Catalans non séparatistes, je vais y arriver, a été considéré comme extrêmement important par toute une partie de la population. Alors évidemment, ça lui a valu les foudres des séparatistes, mais il le détestait déjà avant, puisque justement, c'est le chef d'État de l'Espagne, donc il ne pouvait pas l'apprécier. Mais il y a toute une partie de la population espagnole, y compris en Catalogne, qui s'est mise à soutenir Philippe VI pour le soutien que lui avait apporté justement aux Catalans non séparatistes et pour la réaffirmation de l'unité de l'Espagne. Donc je crois que là, il faut être assez prudent à mon avis. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'effectivement, à la fin de son règne, Juan Carlos, qui avait pendant des décennies joui d'une bonne, voire très bonne image, a certes connu des difficultés très nettes dans l'opinion publique en raison de différents scandales, mais que les dernières, quand je dis les dernières, c'est depuis plusieurs années, hein, les dernières mesures de l'opinion publique sur la question de la monarchie et sur la question de ses membres montrent quand même que la popularité du roi, de sa famille, a grandement réaugmenté depuis la proclamation de Philippe VI en tant que roi d'Espagne en juin 2014. Donc, de ce point de vue-là, je pense que voilà, il faut aussi voir tout ça. Philippe VI a beaucoup fait pour redorer l'image de la monarchie, pour donner plus de transparence aussi à la maison du roi. C'était une des choses qui était reprochée en fait à l'institution monarchique en Espagne, c'était son manque de transparence financière notamment. Donc je crois que voilà, il y a effectivement des républicains, hein, ça personne ne le nie, dans un nombre non négligeable, mais je suis, à titre personnel, loin d'être persuadé qu'ils sont majoritaires et je ne suis pas persuadé qu'ils soient de plus en plus nombreux non plus. Évidemment, comme il n'y a jamais eu, il n'y a pas de référendum sur la question, pas de référendum direct, on ne peut pas quantifier exactement en dehors des enquêtes d'opinion. Bien. Est-ce que, d'après vous, cette polarisation en Espagne et cette espèce de montée en violence idéologique avec deux camps qui ne veulent plus se parler, risque d'avoir comment dirais-je, de faire Flores en Europe avec une sorte de mimétisme? Parce que de ce que vous nous expliquez depuis le début de votre intervention, ça paraît, ça paraît limite être une espèce de cohabitation hostile entre deux parts du paysage politique espagnol, deux parties de la population qui, objectivement, je vais pas dire ne se supportent pas. Il n'y a pas de volonté sécessionniste entre ces deux blocs, mais une certaine hostilité.
Alors oui, il y a une hostilité idéologique. Dans certains cas un peu extrêmes, il y a une hostilité physique. Alors, il ne faut pas l'exagérer, hein, c'est-à-dire qu'on a des radicaux partout, mais ils sont minoritaires. En tout cas pour le moment, hein, seul l'avenir nous dira s'ils resteront minoritaires ou pas. Je ne sais pas si la situation dans d'autres pays européens peut évoluer à la manière espagnole par mimétisme. En revanche, ce que je sais, c'est que les problèmes, on va dire, il y a toujours plusieurs causes à une situation donnée, mais je pense que ce qui a véritablement déchirer le tissu idéologique et social en Espagne, c'est manifestement la crise économique de 2008. Des sociétés où l'économie se porte bien, où à peu près tout le monde a du travail, où à peu près tout le monde vit correctement, alors avec des inégalités certes, mais vit à peu près correctement, ce sont des sociétés où on va dire, le consensus politique est beaucoup plus facile à trouver globalement. Parce que les gens vont voter plutôt vers le centre, pour caricaturer, hein, vont voter plutôt pour des partis centristes qui ne veulent pas renverser la table, mais qui veulent aménager le système tel qu'il existe. Je pense pas, je suis pas un spécialiste de la question, mais je ne pense pas que le Luxembourg soit traversé par des antagonismes idéologiques aussi marqués qu'en Espagne parce que l'économie se porte bien. Depuis 2008, en fait, le problème de l'Espagne, c'est que l'économie soit se porte très mal, soit on voit une amélioration, mais une amélioration insuffisante pour que véritablement la société retrouve confiance dans l'avenir et dans ses institutions. À partir du moment où, en tant que citoyen, vous considérez que vos dirigeants sont incapables de redresser la barre sur le plan économique, hein, c'est le nerf de la guerre, bah, vous êtes majoritairement insatisfait. Je sais bien qu'en disant ça, je peux froisser ceux qui pensent que ce qui est fondamental, ce sont les idées et que ce qui est fondamental, c'est la société. Ça, c'est un peu ce que j'appelle, alors c'est un peu péjoratif dans ma bouche, vous m'excuserez, mais c'est ce que j'appelle le fillonisme. C'est-à-dire, non, finalement, l'économie, c'est secondaire, ce qui compte, ce sont les idées, et les lois sociales. En réalité, je suis persuadé que ce qui fait bouger les masses électorales et les masses sociales, c'est l'économie. Ça, c'est mon côté, marxiste qui ressort et quand vous avez donc une économie qui fonctionne très mal ou très moyennement, ou avec vraiment des soubresauts permanents comme c'est le cas en Espagne depuis 2008, vous avez forcément une insatisfaction. Alors, ça n'est évidemment pas le seul facteur explicatif des problèmes espagnols. Il y a des problèmes politiques et institutionnels majeurs, il y a un problème aussi d'incarnation des institutions. Je pense qu'il y a toute une large partie de la classe politique espagnole qui est franchement immature sur le plan idéologique et personnel même, et complètement indigne, à droite comme à gauche d'ailleurs, hein, ça serait partagé entre les 2 camps. Mais je crois que fondamentalement, la cause de l'explosion du tissu social et des hostilités idéologiques, la cause, on va dire, majeure, c'est le problème économique qui ensuite a magnifié tout le reste. Donc dans ce sens-là, des pays européens où ça va mal ou très moyennement sur le plan économique, on en a un certain nombre, y compris d'ailleurs en dehors de l'Union européenne. Parce qu'il ne faudrait pas tomber non plus dans un discours caricatural qui consiste à dire qu'une fois qu'on sort de l'Union européenne, c'est merveilleux et miraculeux et les pains et les poissons se multiplient. Et au premier rang desquels, on a la France, où on constate aussi des oppositions idéologiques marquées. Alors en France, on n'a pas le problème, institutionnel, régionaliste, séparatiste aussi développé. On a un peu le cas de la Corse, mais c'est pas allé aussi loin. Ça pourra arriver, hein, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a des spécialistes de la question en France qui ont traité du problème et qui montrent, je crois très profondément que ça peut finir par arriver en France, mais pour le moment, on ne l'a pas. On a d'autres problèmes institutionnels. On n'a pas celui-là, mais je crois que le fait que l'économie française aussi, sans être dans un marasme total, se porte très moyennement bien, depuis des années, pour ne pas dire depuis des décennies, où on a du mal à générer une croissance forte et durable et plus encore, on a du mal à générer un emploi de qualité globalement pour la population. Je pense qu'effectivement, ça facilite très largement et ça crée très largement les antagonismes et les hostilités pardon, idéologiques. Excusez-moi, je suis un peu malade. Hein. Et les hostilités idéologiques. Et je crois que fondamentalement, c'est un des problèmes en Espagne. Je ne dis pas, attention, hein, je ne dis pas que si tout à coup l'Espagne avait 5% de croissance sur 200 ans et 1% de taux de chômage, je ne dis pas que tous les problèmes seraient résolus. Mais je suis à peu près persuadé que les hostilités idéologiques seraient beaucoup moins fortes. Merci beaucoup et vous m'avez encore une fois fait une parfaite transition et c'est pour ça que je vous remercie encore une fois.
Pedro Sanchez a été reconduit comme Premier ministre. Il est relativement assez mal connu du public français. Quelle est sa position sur les sujets diplomatiques actuels et particulièrement sa relation avec l'Union européenne? On entend très souvent que l'Espagne est très europhile, voire alignée sur l'Allemagne, d'après certains, mais en tant que tel, c'est souvent des on-dit ou des ressentis, et c'est pour ça que nous aimerions avoir votre avis sur la question. Alors, je vais commencer par prendre la 2e partie de votre question. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu et entendu, et que je ne cesserai de battre en brèche. C'est l'idée qu'en fait, l'Espagne serait alignée sur les intérêts allemands au sein de l'Union européenne. Est-ce que l'Espagne a pu partager et peut parfois partager des vues de l'Allemagne sur l'Union européenne? Oui. Oui, c'est vrai, ça, je veux dire. Hem, il y a des éléments de réforme des institutions, de politique économique communautaire sur lesquelles l'Espagne tombe d'accord avec l'Allemagne, c'est vrai. Mais en fait, c'est une lapalissade de dire ça parce que quand vous avez un groupe de personnes, heu, qui ont quand même quelques points communs entre elles, vous allez très probablement avoir des points d'accord, au moins quelques-uns, avec la plupart des personnes du groupe. Ça n'a rien d'exceptionnel ni d'extraordinaire. En revanche, c'est faux de dire que l'Espagne est systématiquement alignée sur les positions allemandes. L'Espagne défend aussi parfois des positions défendues par la France, par exemple en matière de politique agricole commune, hein, pour citer un exemple. Et puis d'autre part, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à plusieurs reprises au cours des dernières décennies, l'Espagne a cherché à trouver, elle a cherché dans la France un partenaire, un allié au sein de l'Union européenne sur des questions assez fondamentales, sur une vision globale de l'Union européenne et que de façon quasi systématique, la France lui a fermé la porte. On l'avait vu, à l'époque de José Luis Rodríguez Zapatero, dans les années 2000. On l'a vu à l'époque de Mariano Rajoy dans les années 2010. On l'a même vu à l'époque de Pedro Sánchez, et très régulièrement, c'est la France qui lui a opposé une fin de non-recevoir parce que les élites politiques, françaises, peut-être aussi un peu économiques et culturelles, mais surtout les élites politiques, sont persuadés que bon, les pays méditerranéens sont très gentils, hein, il y a pas de problème, mais bon, c'est pas très sérieux. Les seules alliances vraiment sérieuses, bon, c'est, l'Allemagne, éventuellement le Royaume-Uni, voilà, bon, les États-Unis en dehors de l'Europe. Donc à ce moment-là qu'ont fait les dirigeants espagnols? Bah, ils ont cherché d'autres alliés, puis il se trouve que parfois ils l'ont trouvé, dans l'Allemagne. Mais après, la France peut difficilement s'en plaindre. Heu, Elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même sur cette question-là. C'est peut-être un point, hein, les relations franco-espagnoles qu'on pourra approfondir dans les questions si ça intéresse certaines personnes. Quoi qu'il en soit, donc sur la vision de l'Union européenne en Espagne, alors, est-ce qu'il y a, plus d'europhiles en Espagne qu'en France? Je pense que c'est assez vrai. Je pense que l'Espagne est globalement un pays plus europhile que la France. L'Espagne est un pays d'adhésion aussi plus récente à la construction européenne que la France, hein. L'Espagne a adhéré à ce qui s'appelait à l'époque la CEE le 1er janvier 86, en même temps que le Portugal. Donc c'est pas un membre fondateur. L'Espagne, c'est une pièce rapportée de la construction européenne et faut jamais l'oublier. Je crois qu'on ne lui fait jamais oublier d'ailleurs. Et je pense que donc l'euroscepticisme a eu moins le temps de se développer et puis je pense aussi on a fait croire aux Espagnols, ce qui n'est pas vrai. On fait croire aux Espagnols que c'était par la CEE puis l'Union européenne qu'ils s'étaient démocratisés, qu'ils avaient laissé derrière eux la dictature franquiste et que le pays s'était enrichi. Je dis que c'est pas vrai parce qu'en fait, la transition démocratique espagnole, le passage de la dictature franquiste à la démocratie est antérieur à l'adhésion à la CEE. Alors c'est vrai que de nombreuses personnalités, hein, qui ont contribué à la démocratisation de l'Espagne espéraient une adhésion de l'Espagne à la CEE. Mais l'Espagne n'était pas dans la CEE, quand elle s'est démocratisée. C'est pas la CEE qui a fait de la démocratisation de l'Espagne, ce sont les Espagnols, leurs dirigeants et le peuple, la société. Et puis, il est vrai que la construction européenne, l'entrée dans la CEE, dans le marché commun, a permis à l'Espagne de connaître des taux de croissance intéressants, en partie dans les années 80 et au cours des années 2000, mais ça a été aussi la source de problèmes économiques, à partir de 2008 notamment. Je crois que, là, il y a une profonde illusion des Espagnols, mais qui est entretenue par leurs élites politiques et leurs dirigeants. Tout cela étant dit, il faut aussi affirmer que très clairement un euroscepticisme de plus en plus marqué est monté en Espagne,
au cours des, allez, on va dire 20 dernières années, pour simplifier, ou peut-être 15 dernières années. Cet euroscepticisme, il est lié au fait d'abord qu'il y a eu la crise économique et que la réponse des autorités communautaires, ça a été restriction budgétaire et austérité. Réponse qui a été partagée par les dirigeants espagnols de droite et de gauche, hein, il ne s'agit pas de dédouaner, les dirigeants espagnols, comme il ne s'agirait pas de dédouaner les dirigeants français et de leur ôter toute responsabilité dans les politiques économiques qui ont été menées. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était une demande des instances communautaires, très clairement, et beaucoup d'Espagnols l'ont vu pour ce que c'était. Et puis aussi parce que, il y a des oppositions à la politique de la Commission européenne et du Parlement européen sur d'autres sujets. Par exemple, sur les questions migratoires. Avec, les actuelles cessions de Pedro Sánchez aux séparatistes catalans, on voit aussi toute la droite et l'extrême droite qui disent: «L'Union européenne doit nous soutenir, nous, opposants à Pedro Sánchez, parce que Pedro Sánchez est en train de détruire la démocratie et les institutions espagnoles». Bon, qui était déjà très mal en point avant, mais ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'il n'arrange pas les choses. Et les instances européennes doivent nous soutenir en tant qu'opposants à Pedro Sánchez, et on voit bien que plus elles tardent à le faire, plus le rejet de l'Union européenne va aussi monter chez les opposants de Pedro Sánchez. Ça ne veut pas dire qu'une partie importante, ni même majoritaire de la population est favorable à une sortie de l'Espagne de l'Union européenne. Ça, je pense que personne ne l'envisage, enfin très peu de gens l'envisagent tout du moins, pour différentes raisons d'ailleurs, hein. Il y a des raisons très diverses à ce rejet d'une sortie de l'Espagne de l'Union européenne, des raisons de gauche, des raisons de droite, des raisons transversales. Ça, c'est effectivement, je pense que c'est très minoritaire en Espagne, mais en tout cas, il y a une montée de l'euroscepticisme. Pas au point français, par exemple, pas non plus au point britannique, encore que ça a visiblement évolué aussi un peu au Royaume-Uni ces dernières années après le Brexit. Mais il y a un euroscepticisme qui a monté quand même. Heu et comment dire? L'Espagne n'est pas toujours, le bon élève de la classe européenne. Alors je déteste cette métaphore des bons et des mauvais élèves en Europe, je trouve infantilisante et stupide, mais bon, je la reprends pour qu'on se comprenne. Elle n'est pas toujours le bon élève des institutions européennes. Je pense par exemple en matière de politique étrangère commune. Sur l'affaire ukrainienne par exemple, alors l'Espagne s'est officiellement positionnée en faveur de l'Ukraine, mais l'Espagne est un des pays de l'Union européenne qui, proportionnellement à son économie, en fait le moins, si je puis dire, en faveur de l'Ukraine. C'est un des pays aussi, de l'Union européenne où il y a des membres du gouvernement qui sont, ouvertement favorables à un règlement, de la question ukrainienne uniquement entre l'Ukraine et la Russie. Des membres du gouvernement qui accusent, ouvertement l'OTAN d'avoir précipité ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Ces membres de gouvernement-là, ce sont les membres de la gauche radicale, d'accord? Ils le font d'ailleurs pas toujours pour les bonnes raisons à mon avis, mais en tout cas, c'est plutôt eux qui portent ce discours. Donc on voit que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça quand même. Vous m'auriez interrogé là-dessus au début des années 2000, je vous aurais dit qu'il y avait une très forte europhilie en Espagne et qu'elle était remise en cause vraiment à la marge. Aujourd'hui, je serais plus nuancé sur cette question, tout en entendant évidemment que l'euroscepticisme n'est pas aussi développé que dans certains pays comme la France ou la République tchèque ou la Hongrie, par exemple. Eh bien, nous avons de très bons retours venant du chat qui vous applaudissent, donc encore merci pour votre présence. Je vais vous proposer encore deux thèmes, et puis après nous passerons à l'accident qui s'est passé pour Vox. Donc nous vous remercions encore de votre présence et nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux spectateurs sur ce live. Ne vous inquiétez pas, l'émission sera retransmise sur le YouTube prochainement. Monsieur Klein, souhaitez-vous que nous abordions en premier la question industrielle et sociale ou la question démographique? À votre convenance, on peut commencer par l'industrie et la société si vous voulez. Parfait. C'est-à-dire que, encore une fois, je vous dis, pour préparer cette émission, je suis allé à droite et à gauche lire des articles plus ou moins variés, que ce soit des articles anglo-saxons, français, sur l'état de l'économie espagnole. Alors, en fonction des médias, vous pouvez passer de c'est un pays de, pardonnez-moi l'expression, de branleurs. L'autre extrémité, c'est un pays de gens industrieux, mais qui ont des problèmes structurels avec leur monnaie, avec leur élite politique, avec leurs institutions. Et sur tout ce panel-là, on remarque une chose, c'est une espèce de malaise social qui se développe en Espagne depuis la crise de 2008.
Alors, si vous pouviez nous donner un avis d'expert sur la question, nous en serions gré. Oui, alors je vais essayer de synthétiser ça, je ris beaucoup, avec le Pays de branleurs parce que ça je l'ai tellement lu sous une forme ou une autre que je vois Je très bien. plaisante pas, hein, je vous dis, Oui, oui, non, 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 mais c'est je effrayant, à quel point on retrouve ça, tant dans des articles, je vous dis, j'ai trouvé ça dans Libération et dans Le Figaro, donc oui, oui, non, mais je sais très bien que vous ne plaisantez pas du tout, j'en ai bien conscience. Il y a un grave problème d'image de l'Espagne à l'étranger, je crois, dont les Espagnols n'ont pris que partiellement conscience et je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. D'ailleurs, c'était en partie le thème de mes recherches universitaires. Alors, je pense que l'économie espagnole est entre 2 eaux. Je pense que d'un côté, il y a des vrais problèmes structurels, effectivement, alors qui ont trait à plusieurs éléments. Je vais essayer d'être très synthétique et j'en oublierai probablement et je ne pourrai pas tout développer dans le détail. Alors la monnaie en fait partie. C'est vrai qu'il y a le problème, l'Espagne n'a pas sa propre monnaie comme la France. Elle a une monnaie probablement surévaluée pour son économie, encore que tout le monde n'est pas d'accord, tous les spécialistes d'économie ne sont pas d'accord non plus sur cette question. Même des gens qu'on peut difficilement, prendre pour des, europhiles fanatiques, ou des partisans, fanatiques de l'euro comme Jacques Sapir, quand ils font des études, sur, ce qui se passerait en termes d'appréciation ou dépréciation de monnaie nationale avec la fin de l'euro, disent que finalement peut-être qu'une nouvelle peseta espagnole ne se dévaluerait pas tant que ça, en plus faible proportion, par exemple, qu'un nouveau franc français ou une nouvelle lire italienne, voire pourrait rester assez stable par rapport au cours de l'euro. Alors moi, je ne suis pas assez spécialiste d'économie pour trancher et dire si c'est vrai ou pas, mais sur la question de la monnaie, il y a des avis très partagés. Donc là-dessus, je tiens à le préciser aussi, bon, même si ma conviction, c'est quand même qu'il vaudrait mieux pour les Espagnols qu'ils aient leur propre monnaie. C'est pas la conviction partagée par tous les Espagnols, notamment, à droite, mais enfin ça, c'est une autre question. Il y a la monnaie. Je pense aussi que, il y a un problème effectivement de productivité en Espagne. Ça, c'est un vieux sujet, c'est la productivité de l'économie, la productivité des travailleurs espagnols. Ce qui ne veut pas dire, justement pour reprendre le terme que vous utilisiez, mais qu'en fait on lit ou on perçoit clairement, ce qui ne veut pas dire que ce soit des branleurs, mais il y a sans doute encore des efforts de productivité à faire, dans le cadre actuel. Ça, c'est certain, mais ce ne sont pas des réformes qui peuvent être abordées de but en blanc, qui ne peuvent pas être menés, à bien aussi rapidement qu'on le voudrait et surtout, avec le handicap notamment du libre-échange intra-européen, du libre-échange absolu et d'une monnaie qui, à mon avis, mais je répète, c'est pas l'avis de tout le monde, est surévaluée pour l'Espagne. On a d'autres problèmes, hein, on a des problèmes aussi rencontrés, par le monde agricole, notamment à cause du changement climatique. On a également des problèmes alors, heu sur l'industrie espagnole, c'est un sujet intéressant parce que je crois qu'il y a beaucoup aussi de clichés, de comment dire? D'idées reçues sur ce que c'est que l'industrie espagnole aujourd'hui et je crois que beaucoup de Français, s'ils se renseignaient sérieusement sur le sujet, seraient, très surpris de savoir que l'industrie espagnole ne se porte pas forcément plus mal que l'industrie française et qu'à certains égards, pas tous, mais à certains égards, elle se porte même plutôt mieux. Ce qui ne veut pas dire que tout est satisfaisant sur le plan industriel, loin de là, et il y aurait probablement une politique aussi de réindustrialisation dans certains secteurs à porter. Donc ça fait partie des problèmes structurels. Il y en a d'autres, hein, je veux dire, il y a des problèmes économiques structurels qui sont aussi liés à l'organisation territoriale et institutionnelle de l'Espagne. Par exemple, à certains égards, ça peut paraître aussi fou quand on vient de France, mais à certains égards, l'Espagne, en fait, se comporte plus comme 17 marchés économiques juxtaposés que comme un marché économique unique. Quand je dis 17 marchés économiques juxtaposés, je fais bien entendu référence aux 17 communautés autonomes. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que, vous allez avoir des différences parfois considérables entre communautés autonomes en matière de taxes et d'impôts propres, hein. Il faut savoir que les autonomies, les communautés autonomes espagnoles ont de très larges marges de manœuvre en matière fiscale et puis aussi en matière réglementaire, en matière de protection de l'environnement. Donc vous allez, parfois avoir l'impression, si vous êtes un entrepreneur espagnol ou un entrepreneur souhaitant s'installer en Espagne ou ouvrir une filiale en Espagne, vous allez avoir l'impression à certains égards que vous avez presque plus 17 marchés juxtaposés qu'un marché unique. La droite espagnole de Mariano Rajoy, qui a été président du gouvernement de 2011 à 2018, voulait mettre fin à ces distorsions de marché interne. Le problème, c'est que ça touchait en fait à la constitution,
aux autonomies, aux compétences propres des communautés autonomes et donc la loi d'unité du marché a été retoquée par la Cour constitutionnelle espagnole, qui a un rôle très important, cette Cour constitutionnelle. Mais en fait, ça, c'était un des problèmes comment dire, économique de l'Espagne. Et vous avez d'ailleurs en Espagne aussi des articles et des ouvrages, j'en ai certains chez moi, catastrophistes concernant l'économie espagnole, mais même pas depuis 2008 en réalité, hein, depuis les années 80 pour certains. Vous avez un ouvrage qui s'intitule La España estancada, qui veut dire l'Espagne qui stagne, où l'auteur fait remonter son constat de stagnation de l'économie réelle en Espagne depuis la fin des années 80. Bon, alors que l'Espagne a connu une très forte taux de croissance au début des années 2000. Je répète, hein, je n'ai pas les compétences nécessaires en économie pour complètement trancher ces débats. J'essaie de vous donner les éléments du débat. Donc vous avez ces éléments structurels qui posent problème et puis vous avez, je crois aussi, des éléments, prometteurs ou performants. Vous avez une industrie automobile, au-delà même de l'assemblage automobile, vous avez une industrie automobile qui est très dynamique, y compris dans la reconversion, puisque c'est le sujet actuel, dans la reconversion vers l'électrique. Vous avez une industrie aéronautique et aérospatiale très intéressante, qui n'est pas très bien connue en France, à part pour ceux qui travaillent dans le domaine. Vous avez une industrie des transports, notamment du ferroviaire. Vous avez, différents secteurs qui fonctionnent très bien. Bien sûr, le tourisme, on y pense souvent, mais pas que, hein, je veux parler de l'industrie. Donc pour moi, c'est vraiment entre 2 eaux. Et en matière sociale, si on essaie de transposer un petit peu ces problèmes économiques en matière sociale, je crois que l'Espagne souffre de plusieurs problèmes. D'abord, la première chose, c'est vrai qu'il y a un chômage structurel important depuis 2008. Alors, on n'en est plus à 2013. 2013, ça avait été le record, le triste record du chômage en Espagne à hem, comment dire? À plus de 50 des, jeunes Espagnols au chômage et à, plus de 27 de la population active, en recherche d'emploi. Donc là, c'était vraiment le triste record absolu. Aujourd'hui, on est autour de 12 à peu près, ce qui reste un chiffre préoccupant et ce qui, comparé aux autres pays de l'Union européenne, y compris des pays qui ont aussi subi la crise de 2008 comme la Grèce, le Portugal, l'Irlande, ce qui reste un chiffre élevé. C'est de fait le taux de chômage le plus élevé de l'Union européenne. Alors c'est inquiétant. En même temps, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, malgré les tentatives d'harmonisation, en réalité, on ne compte pas, le chômage de la même façon partout dans les pays de l'Union européenne et puis il y a des différences, hein, notables entre les marchés de l'emploi des différents pays européens qui font que c'est pas toujours très comparable, mais ça reste un chiffre, évidemment inquiétant. Donc il y a ce chômage structurel, notamment parmi les jeunes, parce qu'en fait, il y a encore en Espagne une assez faible formation, intellectuelle et pratique de beaucoup de jeunes gens. Un des grands paradoxes de l'Espagne que j'ai encore lu ça récemment dans la presse espagnole dans un article très intéressant, c'est que vous avez beaucoup de jeunes étrangers très bien formés, français, italiens par exemple, mais aussi américains, de plus en plus d'Américains, qui viennent s'installer en Espagne et qui y trouvent du travail assez facilement, parce que justement, ils sont bien formés dans des secteurs porteurs. Et puis paradoxalement, vous avez à côté de ça beaucoup de jeunes Espagnols au chômage, ou bien beaucoup d'Espagnols en général, jeunes et moins jeunes, qui, cumulent plusieurs emplois pour pouvoir s'en sortir, ou bien qui ont un temps partiel subi, ou bien qui ont un salaire, faible. On parle des, 1000 euristas, hein, ceux qui touchent à peu près 1 000 € par mois, voire des ni 1000 euristas, ceux qui ne touchent même pas 1 000 € par mois, heu, net. Donc on a cette espèce de dualité comme ça du marché du travail en Espagne, avec effectivement, je le dis, un taux de chômage fort et en même temps, une attractivité tout à fait paradoxale de l'Espagne pour un certain nombre d'étrangers d'ailleurs, assez nombreux et quand je dis d'étrangers, y compris, et beaucoup d'occidentaux en fait, hein. Donc on a ce taux de chômage, cette faible productivité, donc aussi cette pauvreté dans un certain nombre de régions ou de couches de la population, avec une espèce de division. Alors plus que nord-sud, je dirais plutôt en Espagne, c'est pas tellement nord-sud très nettement comme en Italie. Ce serait plutôt une espèce de division nord-ouest-sud-est. Si vous tracez une ligne qui est en fait de la Galice, dans le nord-ouest de l'Espagne, jusqu'à la région de Murcie à peu près, dans le sud-ouest, vous avez toute la partie qui est, au nord et à l'est de cette ligne qui s'en sort plutôt mieux et toute la partie qui est au sud et à l'ouest de cette ligne qui s'en sort plutôt moins bien. Il y a des causes très profondes à ça qui sont anciennes, qui remontent quasiment au Moyen Âge pour certaines.
d'autres causes plus récentes. Donc ces inégalités géographiques sont aussi très préoccupantes. C'est-à-dire que vous pouvez passer en Espagne, dans la province de Huesca, en Aragon, au pied des Pyrénées, à un taux de chômage, on va dire acceptable, entre guillemets, à peut-être 6-7%. Je revérifie les chiffres, hein, mais ça doit être peut-être 7-8%, quelque chose comme ça. En tout cas, en dessous de 10%, c'est sûr. Donc, au pied des Pyrénées, en Aragon. Et puis, vous allez aux Canaries, l'autre extrême, et vous avez 30% de taux de chômage. C'est difficile, hein, de gérer un pays comme ça, parce qu'en fait, vous avez des inégalités dans le monde du travail, des inégalités sociales, des inégalités de richesse parfois importantes, parfois tout à fait considérables. Ce qu'on constate quand même, c'est qu'effectivement, depuis 2008, l'Espagne a beaucoup de mal à augmenter sa richesse par habitant. Depuis 2008, c'est très difficile. Et de fait, plusieurs pays d'Europe centrale et orientale, qui sont aujourd'hui dans l'Union européenne, ont commencé à dépasser l'Espagne en richesse par habitant. Vous avez des régions très dynamiques. Je pense notamment à la communauté de Madrid. Et puis, vous avez des régions qui sont dans une réelle difficulté structurelle. Certaines parties, pas toutes, mais certaines parties de l'Andalousie, Ceuta et Melilla, les 2 villes enclavées espagnoles dans le nord du Maroc, les Canaries, l'Estrémadure à la frontière avec le Portugal, la région de Murcie dans le sud-est. Voilà, il y a des régions qui sont vraiment en difficulté structurelle. Donc, vous voyez, c'est un peu entre 2 eaux, en fait. Il faudrait pas voir le verre plein, mais pas le voir vide non plus. Avoir conscience des difficultés, mais aussi avoir conscience des atouts. Merci beaucoup. Donc maintenant, on va aborder le dernier point concernant cette actualité espagnole avant de passer à la deuxième partie relative à l'agression du président de Vox. Un article du Monde en date de 2020, oui c'est ça, avait titré En Espagne, moins de bébés, plus de tanguis. Mmh. Et c'était pour souligner un problème qui avait un petit peu alerté l'Union européenne à cette époque-là, c'est que des projections démographiques en Espagne montraient que entre 2020 et 2100, la population espagnole avait de très fortes chances de passer de 46 millions d'habitants à 23 millions d'habitants. De plus, ce phénomène avait également été confirmé par rapport aux études concernant le taux de fécondité des femmes. Pour vous donner un ordre d'idée à notre public, en France, le taux de fécondité, attention, plusieurs chiffres sont à ma portée, donc j'ai pris celui qui faisait la moyenne. Le taux de fécondité des femmes serait de 1,78. En Espagne, on est à, je vous cite exactement le passage, on est aux alentours de 1,23 enfants par femme. Mmh. Et ce faisant, est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi cette dramatique chute démographique est due en Espagne et surtout pourquoi les jeunes Espagnols ne veulent plus faire d'enfants, ne veulent plus, comment dirais-je, quitter le domicile familial, soit par raison, soit par nécessité. Je vous laisse développer sur ce sujet. Mmh. Alors, je suis toujours sceptique sur les projections démographiques parce qu'en fait, on nous annonce une chute progressive de la population espagnole totale depuis les années 2000 à peu près. Même un peu avant d'ailleurs, mais on va dire qu'on en parle vraiment depuis les années 2000. Et en fait, la population espagnole, continue d'augmenter, certes pas à des vitesses, folles, mais elle continue d'augmenter. Et en fait, on ne cesse de battre des records historiques de population espagnole. On est aujourd'hui à plus de 48 millions d'habitants en Espagne. L'Espagne n'a jamais été aussi peuplée qu'aujourd'hui. Alors ça ne préjuge évidemment pas de l'avenir, hein, je suis d'accord, mais je suis toujours un peu sceptique sur ces projections parce que, on dirait qu'elles ne tiennent compte que de la croissance végétative qui, c'est vrai, est faible en Espagne et pas des phénomènes de migration. Alors ensuite, il y a l'autre débat de savoir est-ce que, c'est bien ou pas bien, de compter sur la migration pour, maintenir la population, voire pour l'augmenter. Ça, c'est un débat qu'on peut avoir, hein, j'y suis pas opposé, mais c'est encore un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a des migrations en Espagne et d'ailleurs y compris des migrations venues je le répète, hein, de pays occidentaux. Il faut surtout pas le négliger. L'Espagne est une terre d'immigration, même pour des Européens ou pour des Américains, par exemple. Donc, je ne suis pas spécialiste de démographie, donc je ne peux pas vous dire ces projections, c'est du n'importe quoi, il ne faut pas les écouter maintenant.
Je regarde ça avec une certaine prudence parce que, il y a encore 10 ans, on nous disait: «L'Espagne ne n'atteindra jamais 48 millions d'habitants» et elle les a dépassés. Donc à voir, hein, je veux dire, c'est ça me semble, je pense que la prudence là est bonne conseillère. Alors, pourquoi les Espagnols ne font-ils plus d'enfants? Ben, comme toujours, il y a plusieurs facteurs. Le facteur qui vient généralement, en 1er, dont je ne dis pas qu'il n'est pas important, il l'est, mais je crois qu'en fait, on surestime son importance, c'est le facteur économique. En disant, il y a une jeunesse espagnole au chômage, qui a du mal à trouver un travail, qui a du mal à trouver un travail fixe, stable et bien rémunéré, donc qui a du mal à devenir indépendante vis-à-vis de ses parents, du nid familial, qui a du mal à trouver un logement, qui a du mal à s'installer en couple. Et donc, mathématiquement, on fait moins d'enfants et en plus, il y a effectivement le problème de l'horloge biologique pour les femmes. Donc si elles repoussent beaucoup leur première grossesse pour des raisons qui peuvent tout à fait se comprendre, hein, de stabilisation dans la vie, il y a de fortes chances qu'elles n'aient qu'un enfant. Alors, je répète, je ne néglige pas cet aspect. Je ne néglige pas du tout cet aspect. Je pense qu'il a son importance, mais je crois qu'en fait, il est grandement surestimé. Je crois qu'il est grandement surestimé parce qu'en fait, ça contribue à écraser très profondément un autre aspect, à mon avis, tout aussi fondamental dans l'explication de la faible natalité espagnole, qui est le changement de mentalité radical qui s'est opéré en Espagne entre le milieu des années 70, c'est-à-dire la fin de la dictature, et aujourd'hui. Et un changement qui s'est opéré d'ailleurs assez rapidement, hein, je dirais que vraiment au plus en 2 décennies, c'était bouclé. Ce changement de mentalité, en fait, c'est un changement de mentalité multiforme, pardon, qui tient au fait que la fondation d'un foyer et le fait d'avoir des enfants, d'éduquer des enfants n'est plus une priorité pour beaucoup d'Espagnols. Ou en tout cas, plus une priorité pour des familles nombreuses. Il y a effectivement des gens en Espagne qui souhaiteraient avoir des enfants, mais que leur situation économique personnelle ne handicape. Ça, évidemment que ça existe. Mais je crois que si on disait: «Bah, voilà, ça c'est la cause et puis le reste c'est très secondaire», je crois qu'on passerait à côté de beaucoup de choses et notamment à côté de ce changement de mentalité. Je pense que, les Espagnols, mais en fait, c'est le cas des Occidentaux en général, sont dans d'autres mentalités et je dis ça, comment dire? De façon neutre, ni en disant que c'est mieux, ni en disant que c'est moins bien, c'est un fait. Ensuite, chacun se fait sa propre opinion. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie? C'est quoi le but de notre vie? Qu'est-ce qui est prioritaire pour nous dans la vie? La famille et les enfants en font beaucoup moins partie. Le fait de fonder un foyer en fait beaucoup moins partie. Et c'est notamment, c'est le cas pour les hommes, mais c'est aussi beaucoup le cas pour les femmes, dont la place prise dans la société espagnole au cours des dernières décennies a beaucoup évolué et qui aujourd'hui ont d'autres priorités et d'autres aspirations. Je répète, il y a effectivement des femmes qui aimeraient avoir des enfants, fonder un foyer, mais que leur travail, leur revenu handicapent, ça c'est vrai. Mais pour beaucoup d'entre elles, même si elles ont une situation économique tout à fait correcte, voire enviable, tout à fait stable, et bien pour beaucoup d'entre elles, avoir un enfant ou plusieurs enfants n'est pas une priorité dans la vie, voire elles n'en veulent pas. Et voilà, c'est tout. Je veux dire, je vais faire ma philosophie de comptoir, hein, mais chacun son chemin de vie aussi, hein, simplement, effectivement, ça pose un problème démographique, bien entendu, tout à fait majeur, de vieillissement de la population, ça c'est vrai, avec tout ce qui va avec, hein, de financement du système de retraite, puisque c'est un système de retraite par répartition aussi en Espagne comme en France. On d'ailleurs, l'Espagne, nous a devancés, hein, sur les réformes du marché des retraites, avec un départ, qui a déjà été rallongé, qui va aller jusqu'à 67 ans. 67 ans et demi, je crois, si ma mémoire est bonne, mais aussi avec, moins d'annuités obligatoires, hein. Il y a des différences dans les réformes entre la France et l'Espagne. Donc il y a le financement des retraites, du système des retraites, mais il y a aussi la productivité, l'innovation, les problèmes de maladie, de dépendance, tout ça pèse évidemment. Comment les populations âgées aussi vont faire face au changement climatique? Excellente question, hein. L'Espagne tente d'y répondre aussi, hein, parfois avec succès, parfois moins. Et puis, comment dire? On a tendance à dire qu'une société qui ne fait plus d'enfants, ou très peu, est une société qui est triste, qui est malade. Honnêtement, je ne serais pas aussi catégorique, je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout, je pense que c'est une société qui a changé de cadre mental, ça manifestement. À nouveau, je répète, c'est ni mieux ni moins bien, c'est un changement de cadre mental. Voilà, ensuite chacun a son avis sur la question. Est-ce que ça peut manifester des problèmes dans la société? Certainement.
D'ailleurs, l'Espagne est très loin d'avoir la seule d'avoir ce problème-là. Beaucoup de pays occidentaux, même les États-Unis, aujourd'hui, donc on disait pendant longtemps, les États-Unis, ils sont vachement mieux que l'Europe parce qu'ils font beaucoup plus d'enfants. Aujourd'hui, même les États-Unis, on remarque que ça ralentit sérieusement. Et même en dehors de l'Occident, d'ailleurs, hein, je veux dire, le Japon, la Corée du Sud, je crois que c'est la Corée du Sud qui a le triste record dans le monde du taux de fécondité le plus bas. Ça traduit probablement des problèmes de la société de divers ordres. Mais ça traduit aussi un changement de mentalité qui n'est pas que le fait d'un problème ou d'une maladie. Simplement comment dire, des changements de mentalité. Et puis, on pourrait se dire aussi, est-ce que le but d'une société, c'est de faire 6 ou 10 enfants par femme? Est-ce que le Tchad est un pays heureux où tout va très bien? Est-ce que le Mali est un pays heureux où tout va très bien parce que les femmes ont des taux de fécondité très importants? Je prends un exemple qui peut paraître un peu absurde, mais pour vous montrer qu'en fait, en matière démographique, moi, je suis aussi très prudent, en fait. Est-ce que ce serait souhaitable que les Espagnols fassent davantage d'enfants? Sur un plan économique et financier, c'est pas du tout improbable. Maintenant, ce sont des questions qui se discutent, véritablement. Est-ce que l'Espagne en 2050 ou en 2070 sera à 23 millions d'habitants? Je n'en sais fiche trop rien. Je vous le dis, moi, je me méfie des projections démographiques, économiques sur des durées aussi longues. Il y a tellement de choses qui nous échappent que, je reste, très sceptique face à tout ça. Et je vous disais il y a 10 ans, je disais que l'Espagne, voilà, avait atteint un record de population et qu'elle ne progresserait pas. Et pourtant, elle a encore battu un record de population, et je ne serais pas surpris qu'elle le batte l'année prochaine aussi. Donc, comment dire? Tout ça est à nuancer, ce qui n'enlève pas évidemment l'existence de problèmes, hein, dans la société, sur l'indépendance des jeunes, et sur plein d'autres aspects.